Vous ne vivez pas votre vie. Vous ne faites que la traverser dans un état de sommeil. Il existe une forme de désespoir qui ne crie pas, ne pleure pas, n'explose pas. Elle s'installe en silence. C'est le désespoir de percevoir, ne serait-ce qu'un instant, que toute votre vie se déroule sans vous. Que les jours passent, que les années passent, que le corps vieillit et qu'une part essentielle de vous n'a jamais été présente. Vous vous réveillez, vous travaillez, vous réagissez, vous vous distrayez, vous dormez, et vous appelez cela vivre. Mais au-dedans, il y a une sensation gênante, presque honteuse, que tout cela est trop automatique, que vous vivez comme une machine, que quelque chose en vous est absent. Voici le choc initial, le soupçon que vous dormez les yeux ouverts. Ce que Gurdjieff a exposé n'était pas une jolie théorie, mais une accusation directe contre l'état ordinaire de l'homme. L'homme ne vit pas, il se produit. Il est emporté par des impulsions, des habitudes, des émotions héritées, des pensées qu'il n'a pas choisies. Il croit posséder une identité véritable, mais ce qu'il appelle « moi » change d'une heure à l'autre. Tantôt l'enthousiasme, puis la peur, puis l'orgueil, puis la culpabilité. Lequel êtes-vous ? Aucun. Voilà la fausse identité, la personnalité mécanique, construite par imitation, conditionnement et peur. L'essence, ce que vous êtes réellement, demeure sous-développé, oublié, enseveli sous des couches d'illusions. Le désespoir grandit parce que vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir. Avant, il y avait assez de distractions pour anesthésier la sensation de vide. Maintenant, ce n'est plus le cas. Quelque chose en vous perçoit que les jours passent trop vite, que les semaines se confondent, que les années s'écoulent, comme de l'eau entre les doigts, et que vous avez été absent de presque toutes, physiquement présent, mais intérieurement endormi. Et cette prise de conscience n'apporte pas le soulagement, elle apporte du poids, un poids silencieux, car personne autour de vous ne semble remarquer la même chose. Le monde entier court, parle, consomme, réagit, comme si tout cela était normal. Et c'est précisément ce qui rend la chose plus troublante encore. Le sommeil est collectif. Vous commencez à remarquer que vous vous réveillez déjà fatigué, non pas du corps, mais de la répétition. Les mêmes émotions, les mêmes pensées, les mêmes réactions prévisibles. La machine s'allume toute seule. Vous ne choisissez pas de commencer la journée ainsi, elle commence simplement. L'esprit tire des souvenirs, des inquiétudes, des fantasmes. Le corps répond automatiquement. Et vous appelez cela « moi ». Mais au fond, quelque chose en vous commence à percevoir que ce « moi » n'a pas de centre, pas de continuité, pas de présence réelle. Il apparaît et disparaît comme de la fumée, tandis que la vie continue de passer. Le désespoir s'approfondit lorsque vous réalisez que même ce que vous appeliez votre volonté propre est mécanique. Vous croyez vouloir quelque chose, mais ce vouloir change selon l'humeur, l'environnement, l'influence extérieure. Aujourd'hui, vous promettez de changer, demain, vous oubliez. Aujourd'hui, vous vous révoltez, demain, vous vous accommodez. Où est l'identité véritable là-dedans ? Où est l'essence ? Il n'y a qu'un amas d'impulsions contradictoires qui se relaient aux commandes, chacune croyant être la maîtresse des lieux pendant quelques minutes. Puis vient la perception la plus dure. Personne ne viendra vous sauver de cela. Il n'existe aucun événement extérieur, aucune personne, aucune technique ni croyance qui vous réveillera à votre place. Ce travail est solitaire et intérieur. Et cette solitude effraie, car l'ego a toujours cherché le soutien à l'extérieur, la validation, la fusion avec la foule pour éviter de se confronter à lui-même. Or, l'éveil réel commence précisément lorsque vous voyez que vous êtes seul face à vous-même, face à votre propre mécanicité, face à votre propre absence. Vous commencez à observer combien vous réagissez sans choisir. Quelqu'un dit quelque chose et l'émotion surgit avant même que vous en soyez conscient. Une pensée apparaît et vous y croyez automatiquement. Une impulsion surgit et vous agissez. Tout se produit trop vite pour qu'il y ait de la conscience. Voilà le sommeil. Non une faute morale, non un défaut personnel, mais un état profond d'identification à la machine. Et tant que vous resterez identifié, vous continuerez de vivre une vie qui semble être la vôtre, mais qui ne l'est pas. La spiritualité ordinaire se révèle alors comme une couche supplémentaire du problème. De belles paroles, des idées élevées, des promesses de paix, tout cela peut servir de calmant à une conscience inquiète. Mais un calmant n'éveille pas, il ne fait que retarder. Gurdjieff était implacable sur ce point, car il savait que le plus grand ennemi de l'éveil n'est pas la souffrance, mais le confort inconscient. Ce sentiment que tout va bien pendant que la vie s'écoule en vain. Le désespoir grandit parce que vous commencez à ressentir le temps différemment. Non comme une horloge, mais comme une perte. Chaque instant où vous n'êtes que pas présent est un instant qui ne revient pas. Chaque réaction mécanique est un morceau de vie livré à la machine.
Cela crée une tension intérieure presque insupportable, car vous savez désormais que vous pourriez être plus éveillé, mais vous n'arrivez pas à maintenir cet état. Vous vous souvenez de vous-même quelques secondes, puis vous oubliez à nouveau. Vous vous souvenez, et vous retombez. Et cela fait mal. Ce cycle de souvenirs et d'oubli révèle quelque chose de cruel. Le sommeil n'est pas superficiel, il est structurel. Il est enraciné dans le corps, les émotions, l'esprit. Il ne suffit pas de vouloir s'éveiller. Le vouloir aussi est mécanique. C'est pourquoi le travail est difficile, lent, inconfortable. Parce que vous luttez contre la structure même qui soutient la fausse identité. Chaque petit moment de présence menace l'ego, menace la machine, menace le personnage que vous croyez être. Vous commencez à voir que la plupart de vos paroles sont automatiques, que vos opinions sont répétées, que vos certitudes sont héritées. Même vos révoltes suivent des schémas prévisibles. Cela ne produit pas de l'humilité, mais un choc. Car cela démontre l'image héroïque que vous aviez de vous-même. Cela montre que vous n'êtes pas aussi libre que vous le pensiez, que vous êtes conduit par des forces intérieures que vous ne contrôlez pas, que votre vie a été en grande partie vécue dans l'obscurité. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je ne veux plus vivre en dormant ». Si ce choc vous a déjà touché, devenez membre de la chaîne pour accéder au contenu qui n'existe pas pour ceux qui préfèrent rester confortables. Le désespoir vient aussi de la perception que le monde moderne est une usine à sommeil. Tout stimule la dispersion, la réaction, l'identification constante aux stimuli extérieurs. Il n'y a pas d'espace pour le silence, pour la présence, pour le souvenir de soi. Et lorsqu'il y en a, vous fuyez. Vous prenez le téléphone, vous allumez quelque chose, vous occupez l'esprit. Parce que le silence commence à révéler trop de choses. Il montre le vide laissé par l'absence de l'essence. Peu à peu, vous commencez à ressentir une fatigue différente. Elle n'est pas physique, elle est existentielle. Une fatigue de répéter les mêmes mouvements intérieurs, une fatigue de vivre comme une machine. Et cette fatigue peut devenir révolte, tristesse ou carburant, tout dépend de ce que vous en faites. Si vous cherchez à l'anesthésier, le sommeil s'approfondit. Si vous l'observez consciemment, quelque chose commence à se réorganiser à l'intérieur. Le travail de la 4e voie commence exactement là, non dans les croyances, mais dans l'observation directe de son propre sommeil. Se voir dormir, se voir réagir, se voir s'identifier, sans justifier, sans condamner, sans romantiser, simplement voir. Cela semble simple, mais c'est brutal. Car cela exige d'abandonner le mensonge confortable selon lequel vous êtes déjà éveillé. Cela exige une honnêteté radicale envers soi-même. Le désespoir grandit parce que cette honnêteté ne permet plus les mensonges intérieurs. Vous ne pouvez plus dire « plus tard je changerai » sans sentir le poids de la fausseté. Vous ne pouvez plus feindre la présence sans percevoir l'absence. La machine continue de fonctionner, mais il y a désormais une fissure. Quelque chose observe. Quelque chose ne se confond pas totalement. Et cette petite différence est dangereuse pour l'ego, car elle peut grandir. Vous commencez à comprendre que la souffrance ordinaire n'est pas le véritable problème. Le véritable problème est de vivre sans être présent, de traverser l'existence en somnambule, de mourir sans avoir réellement vécu. Cette compréhension ne vient pas sous forme de belles phrases, mais comme un serrement de poitrine, comme une urgence silencieuse. Comme la peur de gaspiller le peu de temps qui reste en dormant. Et plus vous voyez, plus il devient difficile de retourner à l'inconscience totale. Même lorsque vous vous distrayez, quelque chose sait que vous êtes moins distrait. Même lorsque vous réagissez, quelque chose voit la réaction. Même lorsque vous dormez, quelque chose soupçonne le sommeil. Cela crée une tension constante entre l'essence qui veut s'éveiller et la personnalité qui veut continuer en mode automatique. Une lutte invisible, quotidienne, silencieuse. Peut-être est-ce précisément pour cela que ce désespoir ne doit pas être évité. Peut-être est-il le signe le plus honnête que quelque chose en vous est encore vivant, car celui qui est totalement endormi ne souffre pas de cela. Seul souffre celui qui commence à voir. Seul se désespère celui qui commence à se souvenir. Et si cette sensation qui vous traverse maintenant n'était pas une erreur, mais le début d'une rupture nécessaire, et si l'inconfort n'était pas fait pour être résolu, mais pour être approfondi consciemment, et si ce malaise était exactement le point où la machine commence à perdre de sa force, et où quelque chose de réel commence, même de façon instable, à tenter de naître? Le désespoir grandit lorsque vous commencez à voir cela avec clarté. Non comme une idée, mais comme une expérience directe. Vous percevez que vous ne décidez pas de penser. Les pensées surgissent. Vous ne décidez pas de ressentir. Les émotions prennent le dessus. Vous ne décidez pas d'agir. Vous réagissez. Voilà le sommeil. Non le sommeil du corps, mais la cécité spirituelle.
un état dans lequel l'homme croit être conscient simplement parce qu'il est éveillé physiquement. Mais la conscience réelle exige la présence, exige le souvenir de soi, exige un effort intérieur continu. Sans cela, vous n'êtes qu'un engrenage en fonctionnement. L'ego adore cet état, car l'ego n'est pas quelque chose de solide. C'est un ensemble de mouvements automatiques qui n'existent que tant qu'ils ne sont pas vus. L'ego se nourrit de la fausse sensation de contrôle, de l'illusion d'unité, du récit selon lequel « je suis comme ça ». Mais il n'existe pas de « moi » unique à l'intérieur. Il existe une multitude de petits « moi » contradictoires, chacun tirant dans une direction différente, chacun voulant quelque chose de différent, chacun prenant le contrôle pendant quelques minutes avant de disparaître. Voilà la fragmentation. Voilà la machine humaine en action. Et le plus perturbant, même la spiritualité ordinaire devient une partie du sommeil. De belles idées, des phrases élevées, des pratiques répétées mécaniquement, tout cela peut ne servir qu'à anesthésier le choc. Un mensonge confortable, un vernis spirituel posé sur la même inconscience. Gurdjieff fut implacable à ce sujet. Sans éveil réel, sans travail conscient sur soi, sans lutte contre la mécanicité intérieure, il n'y a pas de transformation. Il n'y a que de la fantaisie spirituelle. Et la fantaisie est l'un des moyens les plus efficaces de maintenir l'homme endormi. Le voile de l'illusion commence à se déchirer lorsque vous réalisez que toute votre vie a été vécue en pilote automatique. Que vos choix étaient des réactions. Que vos valeurs étaient héritées. Que votre identité a été assemblée. Ce moment fait mal, car il détruit l'image que vous aviez de vous-même. Mais c'est précisément cette douleur qui crée la possibilité de l'éveil. Sans choc, il n'y a pas de souvenir de soi. Sans inconfort, il n'y a pas de mouvement réel. L'homme ne commence à chercher que lorsque la souffrance cesse d'être seulement extérieure et devient intérieure, existentielle. S'éveiller, dans le sens du 4e chemin, ce n'est pas ressentir la paix, ni vivre des expériences mystiques, ni croire à quelque chose de nouveau. C'est voir sa propre absence. C'est percevoir à quel point vous n'êtes pas ici. C'est remarquer, encore et encore, que vous vous oubliez constamment. Et malgré cela, continuer à essayer de se souvenir. Se souvenir du corps, se souvenir de la respiration, se souvenir de la présence, de brefs instants de lucidité au milieu du sommeil. Ce n'est pas confortable, cela ne flatte pas l'ego, cela le menace. Plus vous observez, plus cela devient clair. La machine ne veut pas s'éveiller, elle veut répéter, elle veut le confort, elle veut la distraction, et vous ressentez le conflit intérieur entre l'essence, qui veut être, et la personnalité, qui veut continuer à fonctionner comme elle l'a toujours fait. C'est là que le désespoir augmente, car maintenant, vous savez. Et savoir sans agir fait plus mal que ne pas savoir. L'ignorance était confortable, la vision ne l'est pas. Et peut-être qu'en cet instant précis, quelque chose en vous reconnaît tout cela non comme un concept, mais comme un miroir. Peut-être ressentez-vous ce silence étrange qui suit une vérité inconfortable. Peut-être surgit cette question qui ne veut pas se taire. Si j'ai vécu endormi jusqu'à présent, qu'est-ce que je suis encore en train de perdre sans m'en rendre compte ? Et si cet inconfort n'était pas un problème, mais un appel ? Et si la sensation de vide n'était pas un manque de sens, mais le commencement de quelque chose qui n'a jamais eu l'espace de naître tant que la machine était aux commandes, le désespoir grandit parce qu'il y a désormais une blessure ouverte qui ne se referme plus. Avant, la vie passait et vous ne le remarquiez même pas. Maintenant, chaque jour qui se termine porte une question silencieuse. Ai-je vraiment été là ? Et presque toujours, la réponse fait mal. Non parce que vous avez échoué moralement, mais parce que vous étiez absent. Le corps était présent, l'esprit était occupé, mais l'essence ne participait pas. Et cette constatation n'est pas intellectuelle, elle est viscérale. Elle apparaît lorsque le silence arrive, lorsque la nuit tombe, lorsque la distraction échoue. Vous commencez à voir que vous avez vécu en réagissant aux stimuli comme un animal conditionné. Et le choc n'est pas de le voir chez les autres, mais de le voir en vous. De constater comment vos décisions suivent des schémas, comment vos désirs sont prévisibles, comment vos émotions sont déclenchées par des facteurs externes. La machine répond parfaitement. Le problème, c'est que vous croyiez être l'opérateur, et maintenant vous voyez que vous n'avez presque jamais été aux commandes. Le plus cruel dans cet éveil initial, c'est qu'il n'apporte pas le contrôle. Il apporte la vision. Vous voyez le sommeil, mais vous ne pouvez pas simplement en sortir. Cela détruit la fantaisie de l'ego spirituel, cette idée enfantine selon laquelle il suffit de comprendre pour changer. Cela ne suffit pas. La compréhension sans présence n'est qu'une pensée de plus qui passe. Et les pensées passent toutes seules. La machine pense, la machine comprend, la machine est même d'accord, mais elle continue de fonctionner de la même manière. Le désespoir grandit lorsque vous réalisez que même votre douleur suit des schémas mécaniques. Vous souffrez toujours des mêmes choses, vous réagissez toujours de la même façon, vous promettez toujours les mêmes changements.
La souffrance devient routine. Et la routine est le sommeil. L'ego apprend même à souffrir de manière prévisible. Il apprend même à se victimiser mécaniquement. Tout cela maintient la fausse identité intacte, tandis que l'essence reste affamée, oubliée, affaiblie. Vous commencez à ressentir une honte intérieure. Non pas la honte sociale, mais une honte silencieuse de vous envers vous-même. La honte d'avoir vécu si longtemps en croyant à une image fausse. La honte d'avoir défendu des certitudes qui n'ont jamais été examinées. La honte d'avoir appelé vie quelque chose qui fut, la plupart du temps, une répétition automatique. Cette honte ne doit pas être évitée. Elle est le signe d'une lucidité naissante. L'autorité de Gurdjieff demeure vivante précisément parce qu'il n'a pas offert de consolation. Il a offert de la friction. Il a exposé l'homme tel qu'il est, non tel qu'il voudrait être. Un être fragmenté, endormi, gouverné par des impulsions contradictoires, incapable de faire au sens réel du terme. L'homme croit qu'il fait, mais tout arrive. Il croit qu'il décide, mais tout réagit. Il croit qu'il est un, mais il est multiple. Le désespoir grandit lorsque vous réalisez qu'il n'existe pas d'identité véritable toute prête, attendant d'être découverte. L'essence n'est pas là, complète. Elle doit être construite, cultivée, nourrie par l'effort conscient. Et l'effort conscient n'est pas une volonté émotionnelle, c'est une présence continue au milieu de la résistance de la machine. C'est se souvenir de soi lorsque tout en vous veut oublier. C'est soutenir l'attention lorsque tout en vous veut se disperser. Vous commencez à remarquer que la majeure partie de votre énergie est gaspillée dans des conflits intérieurs inutiles. Des pensées qui se battent contre des pensées, des émotions qui sabotent des émotions, des désirs qui s'annulent. Cette dispersion vous maintient faible. Un homme fragmenté ne s'éveille pas, car il n'a pas de centre. Et sans centre, n'importe quel stimulus extérieur prend le contrôle. Le désespoir vient de la perception de cette faiblesse structurelle. La machine déteste être observée. Lorsque vous essayez de vous souvenir de vous-même, elle crée de la distraction, elle crée de l'urgence, elle crée des justifications, elle crée du sommeil, et souvent, elle gagne. Vous oubliez, vous retombez. Et c'est exactement là que beaucoup abandonnent, car ils attendaient un progrès linéaire, une lumière constante, une stabilité. Mais le quatrième chemin n'a jamais promis le confort. Il exige des chocs répétés, une observation continue, une frustration consciente. Le désespoir grandit parce que vous commencez à voir que le temps n'est pas de votre côté. Non dans un sens dramatique, mais dans un sens réel. Chaque année passée dans le sommeil ne revient pas. Chaque occasion de présence perdue ne peut être récupérée. Cela crée une pression intérieure, une urgence sans anxiété, la sensation que quelque chose doit changer, pas demain, pas plus tard, mais maintenant, même si vous ne savez pas comment. Vous commencez à vous méfier de votre propre langage. Des mots comme « je veux, je pense, je suis » perdent leur solidité, car vous voyez que celui qui les prononce change sans cesse. Un moi veut une chose le matin, un autre, moi, veut l'opposer le soir. Lequel êtes-vous ? Cette question ne cherche pas une réponse intellectuelle. Elle démantèle la structure de la fausse identité. Et cela est profondément déstabilisant. La spiritualité ordinaire promet l'unité, mais évite de montrer la fragmentation réelle. Le quatrième chemin fait l'inverse. Il commence par la démolition. Il montre qu'il n'y a pas d'unité intérieure, pas de volonté unique, pas de conscience continue. Et ce n'est qu'après cela que surgit la possibilité réelle de quelque chose de vrai. Le désespoir fait partie de ce processus. Sans lui, vous continuez à dormir en paix. Vous commencez à comprendre que la plus grande tragédie n'est pas de souffrir, mais de n'avoir jamais été réellement vivant. De traverser l'existence comme un somnambule bien élevé, travailler, aimer, perdre, gagner, tout sans présence, tout sans essence, tout sans témoin intérieur. Cette perception pèse plus lourd que n'importe quelle douleur émotionnelle ordinaire, car elle remet en question le sens même de votre passage ici. L'ego tente de négocier. Il essaie de dire que ce n'est pas si grave, que tout le monde vit ainsi, que vous avez encore le temps, qu'il suffit de se détendre. Ces voix intérieures sont familières, elles font partie de la défense de la machine. Le désespoir grandit lorsque vous commencez à reconnaître ces voix non comme des vérités, mais comme des mécanismes d'autoconservation du sommeil. Vous commencez à sentir qu'il n'est plus possible de revenir complètement à l'état antérieur. Quelque chose a été vu, quelque chose a été brisé. Même si vous essayez d'ignorer, quelque chose en vous sait. Et ce savoir ne crie pas, mais il presse. Il apparaît dans de petits moments de lucidité, dans des failles de silence, dans des instants inattendus de présence. Ces instants sont courts, mais réels, et ils suffisent à montrer le contraste. Le désespoir grandit parce que vous comprenez que l'éveil n'est pas un événement, mais une lutte continue. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a pas de garantie.
Il n'y a que l'effort, la chute, le souvenir, l'oubli, le retour. Cela exige un sérieux intérieur que l'ego déteste, car il n'y a pas de scène, pas d'applaudissements, pas d'identité spirituelle à exhiber. Il n'y a qu'un travail silencieux contre sa propre mécanicité. Peut-être que ce que vous ressentez maintenant n'est pas de la peur, mais le début d'une responsabilité réelle. La responsabilité d'être présent, la responsabilité de ne plus gaspiller de moments en mode automatique, la responsabilité de ne plus se cacher derrière des excuses intérieures. Et si ce poids qui grandit en vous n'était pas quelque chose à éliminer, mais quelque chose à soutenir consciemment? Et si cet inconfort était exactement la pression nécessaire pour que la machine commence, peu à peu, à perdre sa domination, et que quelque chose qui n'a jamais eu d'espace puisse commencer à émerger, encore fragile, encore instable, mais réel? Le désespoir grandit lorsque vous réalisez que vous n'avez pas été trompé par quelque chose d'extérieur, mais par quelque chose en vous. Le mensonge ne venait pas du monde. Il venait de l'identification automatique à la machine. Vous avez cru être vos pensées, vos émotions, vos réactions, et cette croyance a soutenu toute une vie vécue en pilote automatique. Le véritable choc n'est pas de découvrir que le monde est illusoire, mais de voir que vous-même avez vécu comme une illusion. Et cette constatation ne provoque pas de colère. Elle apporte un silence lourd, presque sacré, parce que quelque chose d'essentiel commence à tomber. L'autorité de Georges Gurdjieff demeure précisément parce qu'il n'a pas adouci cette chute. Il a pointé directement le fait que l'homme ordinaire ne possède pas de « moi » permanent. Ce qui existe, c'est une succession chaotique d'états intérieurs qui se relaient aux commandes. Un moi promet, un autre oublie. Un moi souffre, un autre se moque. Un moi cherche à s'éveiller, un autre préfère dormir. Et pendant ce temps, la vie continue. Elle n'attend pas. Elle ne fait pas de pause. Elle ne s'adapte pas à votre sommeil. Le désespoir grandit lorsque vous voyez que la machine fonctionne mieux que vous ne voudriez l'admettre. Elle maintient le corps en vie, la routine en marche, les relations en fonctionnement. C'est pourquoi il est si difficile de l'abandonner. Elle est efficace, mais l'efficacité n'est pas la conscience. Une horloge fonctionne parfaitement et n'est pas vivante. La machine humaine peut fonctionner pendant des décennies sans jamais toucher l'essence, et c'est cela qui effraie le plus lorsque vous commencez à voir. Vous commencez à percevoir que même votre sentiment d'identité est emprunté. Rôles sociaux, histoire personnelle, traumatisme, réussite, tout cela forme une narration cohérente seulement en surface. À l'intérieur, il n'y a pas d'unité. Il n'y a que réaction après réaction. Et cette fausse identité est défendue bec et ongle par l'ego, car sans elle, l'ego n'existe pas. L'ego ne survit pas à l'observation continue. Il a besoin de l'oubli. Le désespoir s'intensifie lorsque vous essayez, ne serait-ce que par instant, de vous souvenir de vous-même. Vous souvenir du corps, du moment, de la présence. Vous ressentez un choc intérieur, comme si quelque chose se réorganisait pendant une seconde. Puis vient la chute. Les pensées reviennent, les émotions tirent. L'identification reprend. Ce n'est pas un échec, c'est la preuve de la profondeur du sommeil. Et voir la profondeur du sommeil est douloureux. Vous commencez à remarquer que la majeure partie de ce que vous appelez « vie intérieure » n'est que du bruit. Des commentaires mentaux répétitifs, des dialogues imaginaires, des préoccupations qui ne se résolvent jamais. La machine pense sans arrêt parce que penser vous maintient éloigné de la présence. Penser est plus sûr que ressentir le vide laissé par l'absence de l'essence. C'est pourquoi le silence fait si peur. Il menace de révéler à quel point vous n'êtes pas ici. Le désespoir grandit lorsque vous comprenez qu'il n'existe pas de raccourci, pas de technique miraculeuse, pas d'illumination instantanée. Il y a le travail contre la dispersion, le travail contre l'identification, le travail contre la paresse intérieure, et ce travail ne donne ni statut, ni éloge, ni identité. Au contraire, il démonte tout cela. Il exige que vous abandonniez la fantaisie d'être spécial pour faire face à la réalité d'être endormi. Vous commencez à voir que la souffrance psychologique ordinaire est faible, comparée à la souffrance de réaliser qu'une vie a été gaspillée. La douleur émotionnelle passe, la tristesse passe, la frustration passe, mais la sensation d'avoir vécu absent pèse autrement. Elle ne crie pas, elle presse. Elle crée une urgence silencieuse qui ne peut plus être ignorée sans coup intérieur. Quelque chose en vous commence à exiger la vérité, non le confort. L'ego tente de transformer même cela en identité. Je suis quelqu'un qui s'éveille. Mais cette phrase est déjà suspecte. Car celui qui s'éveille réellement ne s'affirme pas. Il observe, il lutte, il tombe, il revient, sans belle narration, sans image de soi élevé. Le quatrième chemin est cruel avec l'ego précisément pour cette raison. Il ne permet pas que l'éveil devienne un personnage. Il exige l'anonymat intérieur. Le désespoir grandit lorsque vous réalisez que personne ne peut faire ce travail à votre place. Les livres ne le font pas.
Les vidéos ne le font pas. Les idées ne le font pas. Elles ne font que pointer. Le travail se produit à l'instant même où vous percevez que vous êtes absent et où vous tentez, même faiblement, de revenir. Et cet instant est toujours maintenant. Jamais plus tard. Jamais demain. La machine vit du report. L'essence n'existe que dans le présent. Vous commencez à ressentir une forme de deuil. Le deuil de celui que vous pensiez être. Le deuil des occasions perdues. Le deuil des moments vécus sans présence. Ce deuil n'est pas pathologique. Il est le signe que quelque chose de faux est en train de mourir, et toute mort intérieure fait mal. Mais sans cette mort, rien de nouveau ne peut surgir. La fausse identité doit s'affaiblir pour que l'essence ait de l'espace. Le désespoir grandit parce que le monde n'aide pas. Il stimule le sommeil, il récompense la mécanicité, il valorise la réaction rapide, l'opinion automatique, la distraction constante. S'éveiller dans ce contexte est un acte presque subversif. C'est nager à contre-courant d'une force invisible qui pousse tout le monde vers l'inconscience, et sentir cette pression révèle à quel point votre présence est encore fragile. Vous commencez à remarquer que la machine déteste l'effort conscient. Elle tolère la souffrance passive, mais résiste à l'attention active. Parce que l'attention active consomme l'énergie autrement. Elle n'est pas émotionnelle, elle n'est pas dramatique, elle n'est pas confortable, elle est sèche, lucide, directe. Et la soutenir plus de quelques secondes est déjà une victoire invisible. Le désespoir grandit lorsque vous sentez que vous ne voulez plus vivre comme avant, mais que vous ne savez pas encore vivre autrement. Cet état intermédiaire est instable. Il est inconfortable. Il est solitaire. Mais il est fertile. C'est exactement là que le travail réel commence. Non quand tout a du sens, mais quand plus rien ne peut être accepté automatiquement. Vous commencez à percevoir que chaque instant d'oubli est une petite mort, et que chaque instant de souvenir de soi est une petite naissance. La plupart des naissances échouent, la plupart des morts passent inaperçues, mais quelque chose commence à enregistrer la différence. Quelque chose commence à sentir le contraste entre vivre et fonctionner. Et une fois que ce contraste est ressenti, il ne peut plus être totalement oublié. Le désespoir grandit parce que vous savez désormais que la vie ne passe pas dehors, elle passe en vous. Et si vous n'êtes pas présent, elle passe en vain. Non comme une punition, mais comme une conséquence naturelle du sommeil. Et cette perception ne demande pas de réponse rapide. Elle demande du sérieux, elle demande de l'attention. Elle demande un type d'honnêteté intérieure que peu sont prêts à soutenir. Peut-être que ce qui vous maintient ici, à écouter cela, n'est pas la curiosité, mais la reconnaissance. Peut-être que quelque chose en vous est fatigué de survivre comme une machine. Peut-être que ce poids qui grandit n'est pas un ennemi, mais un signe. Le signe que le sommeil n'est déjà plus aussi profond. Et si la question qui commence maintenant à se former n'était pas « comment fuir cet inconfort ?», mais « jusqu'à quand vais-je accepter de vivre absent ?» Et si cette question laissée ouverte commençait à corroder silencieusement la fausse identité, qu'est-ce qui, exactement, en vous serait prêt à résister lorsque la machine commence, peu à peu, à être vue ? Le désespoir grandit lorsque vous comprenez que ce n'est pas le monde qui va trop vite, mais vous qui avez été absent trop longtemps. Le temps a toujours coulé au même rythme. Ce qui a changé, c'est votre perception. Aujourd'hui, chaque jour semble court parce que vous n'y étiez pas vraiment. Vous l'avez traversé, comme quelqu'un qui parcourt un paysage, les yeux rivés sur son téléphone, et réalise ensuite qu'il ne se souvient de rien du trajet. Toute une vie peut être vécue ainsi, traversée, mais jamais habitée. Vous commencez à sentir que quelque chose en vous est en retard, non par rapport aux autres, mais par rapport à vous-même. Comme s'il existait un retard existentiel accumulé. Des décennies de sommeil créent une dette intérieure, non financière, non sociale, mais ontologique, une dette de présence. Et cette dette prélève des intérêts silencieux, une anxiété diffuse, un vide sans nom, une irritation sans cause claire, une sensation constante que quelque chose d'essentiel est déplacé. Le désespoir grandit parce que vous réalisez que vous avez toujours attendu que quelque chose arrive pour commencer à vivre. Un événement, un changement extérieur, une condition idéale. Mais il devient clair maintenant que cette attente était elle aussi du sommeil. La machine adore attendre. Attendre est une manière élégante de ne pas être présent. Pendant que vous attendez, elle continue de fonctionner. Et l'essence reste sans cesse repoussée. Vous commencez à remarquer comment votre attention est kidnappée en permanence. Pas seulement par les écrans, mais par les pensées. La pensée est la distraction la plus efficace. Elle crée une sensation de mouvement intérieur sans présence réelle. Vous pensez la vie au lieu d'être dans la vie. Vous pensez changer au lieu de changer. Vous pensez l'éveil au lieu de vous souvenir de vous-même. Et tout reste exactement comme avant. Le désespoir grandit lorsque vous percevez que même votre mémoire est mécanique.
Vous vous souvenez de ce qui renforce votre récit et oubliez le reste. Vous retenez ce qui justifie l'ego et ignorez ce qui le menace. La machine organise le passé pour maintenir intacte la fausse identité. Pendant ce temps, le présent passe, toujours inaperçu. Vous commencez à sentir que quelque chose en vous est fatigué des histoires. Histoires personnelles, histoires spirituelles, récits de dépassement. Toutes sonnent creux lorsqu'elles sont confrontées à l'absence de présence réelle. Aucune histoire ne remplace le fait brut d'être ou de ne pas être, conscient, ici et maintenant. Aucun récit ne compense une vie vécue en dormant. Le désespoir grandit lorsque vous réalisez qu'il n'y a aucune garantie, aucune promesse que vous y parviendrez, aucune certitude que l'effort portera ses fruits. Le 4e chemin n'a jamais offert cela. Il a simplement exposé la réalité. Ou vous travaillez contre le sommeil, ou le sommeil vous engloutit. Non comme une punition, mais comme une loi naturelle. La machine gagne toujours lorsqu'elle n'est pas observée. Vous commencez à voir que votre énergie vitale est continuellement drainée par des conflits intérieurs inutiles. Trop penser, trop réagir, trop imaginer. Tout cela consomme une force qui pourrait être utilisée pour la présence. Un homme fatigué ne s'éveille pas. Un homme dispersé ne s'éveille pas. Et voir à quel point vous êtes fatigué et dispersé fait partie du désespoir nécessaire. Le désespoir grandit lorsque vous comprenez que vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'ignorance. Avant, vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez que vous ne savez pas être présent. Cette différence change tout. Désormais, chaque acte mécanique porte un poids supplémentaire. Chaque réaction automatique est vue. Chaque oubli de soi est enregistré. Et cela crée une tension constante entre ce que vous êtes et ce que vous pourriez être. Vous commencez à remarquer que la machine utilise même vos meilleures intentions contre vous. Elle transforme le désir d'éveil en un nouvel objet d'identification. Je suis quelqu'un qui cherche. Je suis quelqu'un de conscient. Ces phrases sonnent bien, mais elles dissimulent la même absence. Car chercher n'est pas être, et la machine adore chercher indéfiniment. Le désespoir grandit lorsque vous réalisez que l'essence ne peut pas être pensée, seulement ressentie dans la présence. Et lorsque vous essayez de ressentir, vous trouvez le silence, le vide, la fragilité. Rien de grandiose, rien de mystique. Juste une sensation brute d'être ici, maintenant, sans le soutien du récit mental. Et cela fait peur, car l'ego vit de narration. Sans elle, il s'affaiblit. Vous commencez à percevoir que vivre en dormant est socialement accepté, voire encouragé. Personne ne s'étonne de votre absence intérieure. Personne n'exige votre présence réelle. Au contraire, plus vous êtes automatique, prévisible, plus vous êtes facile à gérer. S'éveiller crée du frottement, de l'étrangeté, un isolement intérieur. Et cette solitude fait partie du processus. Le désespoir grandit lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas déléguer ce travail. Vous ne pouvez pas le copier. Vous ne pouvez pas l'imiter. Chaque tentative d'imiter quelqu'un d'éveillé devient un nouveau masque. Le travail est intime, silencieux, intransmissible. Et cette responsabilité pèse, parce qu'il n'y a personne à qui se plaindre, personne à blâmer. Vous commencez à sentir que toute votre vie a été vécue à un niveau superficiel d'expérience, des émotions à moitié ressenties, des relations à moitié vécues, des moments traversés sans profondeur. Non parce que vous ne le vouliez pas, mais parce que vous n'étiez pas assez présent pour aller plus loin. Cette perception ne génère pas une culpabilité morale, mais une tristesse lucide. Le désespoir grandit lorsque vous réalisez que le sommeil ne se termine pas tout seul. Il ne se dissout pas avec le temps. Au contraire, il se solidifie. Plus on dort longtemps, plus le sommeil paraît naturel. Plus l'effort conscient paraît étrange. Le voir tôt ou tard fait toute la différence. Car passé un certain point, la machine se referme presque complètement. Vous commencez à remarquer que chaque instant de souvenir de soi, aussi infime soit-il, a une saveur différente. Une saveur sèche, simple, réelle. Et chaque retour au sommeil a un goût amer de perte. Cette comparaison constante augmente le désespoir, mais affine aussi le discernement. Vous commencez à savoir, dans le corps, quand vous êtes présent et quand vous ne l'êtes pas. Le désespoir grandit parce que vous comprenez que vous ne voulez plus seulement exister. Exister comme une machine ne suffit plus. Travailler, consommer, réagir, répéter ne suffit plus. Quelque chose en vous exige une qualité de présence, exige de la réalité, exige de l'essence. Et cette exigence ne peut plus être réduite au silence sans conséquence intérieure. Vous commencez à voir que la peur n'est pas l'éveil, mais ce qu'il exige de laisser derrière soi. La fausse identité, les habitudes mécaniques, les certitudes confortables. S'éveiller coûte cher, il exige la mort progressive du personnage, et la machine lutte de toutes ses forces pour survivre. Le désespoir grandit parce que vous sentez que vous êtes à un point de non-retour confortable. Il n'est plus possible de dormir en paix.
mais il n'est pas encore possible d'être éveillé avec stabilité. Ce territoire intermédiaire est instable, tendu, vivant. C'est là que le travail réel se produit. Et y rester demande un courage silencieux. Et peut-être que, tandis que ce poids augmente, quelque chose en vous commence à comprendre que ce désespoir n'est pas une erreur de parcours, mais le signe même que le sommeil a été blessé, que la machine a été vue. Et si cette blessure ne se referme plus comme avant, si cet inconfort continue de presser, jusqu'où la fausse identité peut-elle résister lorsqu'elle ne peut plus se cacher complètement de sa propre absence? Si cette vidéo vous a mis mal à l'aise, ce n'est pas un hasard. L'inconfort est le seul signe honnête que quelque chose en vous n'est pas encore mort dans le sommeil. Celui qui est totalement endormi ne se sent pas exposé, ne se sent pas vu, ne se sent pas atteint. Le choc, c'est la preuve que la machine a été touchée. Cette chaîne existe pour ne pas laisser le choc disparaître, pour ne pas permettre que vous retourniez dormir en paix après avoir perçu que votre vie peut être en train de passer en vain. Devenez membre de la chaîne pour accéder à des contenus qui ne sont pas faits pour divertir, mais pour presser votre conscience là où elle fuit habituellement. Abonnez-vous si vous sentez que vous ne voulez plus vivre comme une machine. Commentez ce qui vous a le plus atteint, non pour vous expliquer, mais pour marquer votre présence. Ici, rien n'est confortable. Ici, tout est confrontation. Et la question qui reste ouverte n'est pas de savoir si vous avez aimé la vidéo, mais combien de temps encore vous allez accepter de vivre en dormant.